Bonjour, et si l'éducation devenait une histoire d'extase éducative? Imaginez un monde où l'innovation éducative cesserait d'être une nébuleuse ou de faire peur pour devenir une source d'enrichissement tout au long de la vie. Fini les injonctions, les frustrations ou les impuissances. Ici, on met en voie des expériences qui permettent une vision de l'éducation à 360 degrés. Ce qui nous questionne, nous interpelle et nous enthousiasme. Bienvenue dans Extase éducative, le podcast pour soutenir les transitions et le changement en s'extasiant. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Extase éducative. C'est un numéro dédié à l'éducation à la relation, un dispositif pour dénouer les rouages de ce qui permet de se relier aux autres, même en situation inconfortable ou en situation de conflit. Parce que ce qui compte, c'est bien la manière dont on est relié aux autres avec nos désaccords. Alors c'est parti, ensemble, tissons des liens. Aujourd'hui, nous allons explorer comment cette approche éducative de l'éducation à la relation peut transformer nos interactions en se concentrant sur 4 piliers alliant de la connaissance de soi à la résolution de conflits. On n'évite pas le conflit, on le prend à bras-le-corps. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Morand. Stéphanie et moi, nous nous connaissons depuis plusieurs années. Nous animons en duo des sessions d'éducation à la relation depuis plusieurs années. Moi, j'explore la CNV, la communication non violente, et donc une déclinaison de celle-ci adaptée pour tous les âges, l'éducation à la relation. Cet épisode est donc un prétexte pour échanger avec Stéphanie autour de ces dispositifs. Bonjour Stéphanie, trop chouette de t'avoir ici. Bonjour Hélène. Stéphanie, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, donc je m'appelle Stéphanie Morand et puis j'ai été longtemps professeure des écoles suppléantes en maternelle, en primaire, en IME également et puis en SECPA. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, Hélène, il y a une dizaine d'années à peu près, au collège Saint-Jean, où on travaille ensemble. Et puis maintenant, je suis en charge du développement d'un projet qui est un chouette acronyme, qui s'appelle ECO, École Coopérative Heureuse et Ouverte, qui est porté par la Fondation d'Auteuil. Moi, je m'occupe plus précisément donc, du laboratoire des alliances éducatives. C'est un projet qui est large, qui a plusieurs volets, qui peut concerner tout ce qui est innovation pédagogique. Et moi, en fait, ma mission, c'est plutôt au travers des alliances éducatives, donc de tisser des liens de qualité entre les équipes, les familles, les partenaires du collège, pour en fait favoriser le bien-être de tous et en premier lieu celui des jeunes dont on s'occupe. Parle de bien-être, je vois plutôt la joie d'apprendre et le plaisir aussi de venir au collège comme un lieu d'interaction sociale. Je vois aussi l'épanouissement personnel des jeunes dans les choix d'orientation qu'ils vont faire plus tard. Et en gros, en fait, c'est d'être bien avec soi, avec les autres et que les enseignants, les éducateurs aussi, y trouvent leur compte dans cette histoire. Entre ce que tu dis et l'extase, il n'y a qu'un pas, et extase c'est bien le nom de ce podcast. Stéphanie, est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui t'a particulièrement mis en extase dans ton parcours ? Alors, dans mon parcours professionnel et dans mon parcours personnel aussi, moi ce qui me met en extase en règle générale, c'est la complicité que je peux avoir avec les gens et les moments de qualité partagés. Donc ça va dans l'espace personnel et puis dans l'espace professionnel aussi. Et puis du coup dans l'espace professionnel ça se décline sous la forme de temps de réflexion à plusieurs pour améliorer l'existant ou pour résoudre des problématiques. Et puis le top de l'extase c'est quand ces moments partagés, ces moments de réflexion vont aboutir à enrichir la réflexion des jeunes et puis que ça procure à tout le monde une satisfaction visible. Alors à ce stade, j'ai envie de te proposer un petit exercice qu'on utilise souvent, enfin plus que souvent, c'est systématiquement lors de nos séances, c'est la météo intérieure. Alors Stéphanie, comment tu te sens aujourd'hui ? Écoute Hélène, aujourd'hui ça va, je me sens plutôt bien, plutôt tranquille. À peine un peu stressée quand même par la présence de ce micro devant moi, qui n'est pas très habituel, mais bon, comme je suis dans un cadre plutôt agréable, rassurant, bienveillant, alors ça va bien. Merci Stéphanie. Et est-ce que tu veux bien ajouter peut-être un petit mot sur l'importance justement de verbaliser une émotion, et d'autant plus quand on est en groupe
Oui, c'est ça. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement dans les séances d'éducation à la relation au début. On pose la météo du groupe. Chacun dit comment il va. Ça peut être très rapide, hein, mais en tout cas, ça permet à tout le monde d'entendre comment vont les autres et d'exprimer sa propre émotion. Et ça dit quelque chose de l'ambiance du groupe et de l'attention aussi apportée aux autres, qui vont pas très bien et qui n'ont pas forcément envie d'être embêtés, dérangés à ce moment-là. Enfin voilà, ça invite à porter soin des autres. Oui, voilà, on voit déjà là ce qui compte. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. On n'est pas habitués, nous, adultes, forcément à ressentir et en tout cas à accueillir nos émotions. Et il nous tient à cœur de l'initier auprès des plus jeunes. Parce que le fameux bien, après la question devenue routine, comment ça va bien, est un peu facile, bien souvent. C'est ça, donc du coup on travaille à identifier, à creuser davantage ce que signifient les émotions, enfin comment on les ressent, d'apprendre du vocabulaire autour de ces émotions, et puis de rentrer plus dans les détails. Alors on le voit déjà là avec ce sujet, l'école ne se limite pas, ou en tout cas se limite plus à l'enseignement académique et inscrit dans les programmes. On a une vision plus large de ce qu'on apprend à l'école. C'est un lieu où on apprend entre autres les compétences psychosociales, les compétences psycho-émotionnelles pour évoluer ensemble. Oui, c'est ça, et puis c'est ce qui est défini dans les programmes comme sous le terme de vivre ensemble, qui peut être un terme un petit peu fourre-tout, et du coup c'est intéressant là peut-être de préciser ce qu'on entend par vivre ensemble. Et dans l'éducation à la relation, on vit le vivre ensemble. Oui, c'est à la fois une question de respect, de dialogue, mais il y a aussi cette idée avec des questions qui portent sur le compromis, sur parfois la confrontation, voire le conflit. Donc alors, comment attraper ce vivre ensemble ? Eh bien, justement, l'éducation à la relation, c'est un dispositif qui aide les élèves à cultiver ces compétences psychosociales. Stéphanie, elle vient d'où cette éducation à la relation ? Cette éducation à la relation, elle a été initiée en Belgique, à l'université de paix Namur, qui a formé énormément de gens qui maintenant en forment d'autres ici en France, dans les académies, dans les centres de formation d'enseignants aussi. C'était un manuel qui s'appelle Graines de médiateur, qui nous pose les bases de l'éducation à la relation, et puis dans lequel on va trouver les ressources pour animer les séances. Oui, c'est une sorte de manuel de compétences psychosociales. Voilà. Alors, allons au cœur du sujet, c'est quoi l'éducation à la relation ? Alors déjà, on peut voir quel est l'objectif final. C'est intéressant de commencer par ça peut-être. Et l'objectif final de l'éducation à la relation, c'est d'apprendre à résoudre des conflits de manière positive et pacifiste. Et d'être outillé pour faire ça. Oui, c'est bien d'avoir posé cet objectif, mais du coup, comment on arrive à ça ? Alors, avant d'y arriver, il faut pouvoir, comme tu disais, arriver à vivre ensemble. C'est-à-dire, déjà avoir conscience de soi-même, se connaître soi-même, connaître ses qualités, connaître aussi l'impact de ses émotions, connaître ses propres limites, et puis accepter aussi de se mettre en lien avec les autres. Donc décoller les étiquettes qu'on peut poser facilement sur les autres, les a priori, accepter les différences, et voir qu'on peut avoir telle ou telle façon de penser, de faire, telle ou telle appétence, et que c'est ok, et que c'est différent. Toi et moi, on est différents, mais ça marche comme ça, et tout va bien, quoi. Donc en fait, c'est un jeu permanent, l'éducation à la relation, entre moi et nous. Voilà, c'est à ça qu'on joue, en éducation à la relation. On amène aussi les jeunes à comprendre ce qu'est un conflit, et quelles sont les attitudes possibles en cas de conflit. Et puis comment, à titre personnel, moi je réagis en cas de conflit. Apprendre à se connaître là-dessus aussi. Et puis en éducation à la relation aussi, tu parlais de la CNV tout à l'heure, communication non violente, on apprend à communiquer de façon non violente, et pour que, en fait, le but c'est que l'autre ait toujours envie de nous écouter. On apprend à dire nos émotions, à recevoir celles des autres, et puis à identifier aussi nos besoins. Et puis on s'exerce aussi beaucoup à la distinction entre fait et jugement, ce qui n'est pas forcément évident à faire. Quand les jeunes commencent à être à l'aise avec tout ça, que ça suscite aussi du plaisir à faire, alors là on peut les outiller pour agir et pour s'entraîner à la gestion de conflits.
Pour ça, on a des petits outils qui s'appellent notamment le message clair. On peut y revenir après. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, et le but, c'est qu'ils deviennent en fait des médiateurs autonomes. Alors, c'est un dispositif, à travers ce que tu dis, qui est assez normalisé autour de ces 4 rouages. Donc, je l'ai redit, il y a le vivre ensemble, il y a comprendre, il y a communiquer, et le dernier, agir. Mais en même temps, il y a une très grande place à l'imprévu, au plaisir, comme tu l'as dit. C'est un dispositif aussi, c'est intéressant de le dire, qui s'adapte de la maternelle au lycée, même au-delà, puisqu'on a pu le pratiquer avec des adultes. Avec des groupes d'adultes aussi, des parents d'élèves. Et j'aime beaucoup l'idée que tu as dite, et du coup que je reprends, comme pour bien la marquer, c'est ce jeu permanent entre le moi et le nous. Et c'est à ça qu'on joue en éducation à la relation. Donc c'est bien un jeu et du plaisir aussi avant tout. Est-ce qu'on peut aller peut-être encore plus loin? Tu as parlé d'élèves médiateurs autonomes. Ça serait quoi l'objectif ultime de rendre ces élèves médiateurs autonomes? Le but, c'est qu'ils aient plus besoin de l'adulte pour arriver à régler leurs différends. Le but aussi qui est presque utilitaire finalement dans le cadre de l'école et de la classe, c'est que les conflits ne viennent pas interférer dans les cours. Ce qui est tout le temps le cas en fait. Finalement, tous les profs qui ont des groupes d'élèves, les éducateurs aussi, on se rend compte qu'on est tout le temps accaparé finalement en classe par des conflits qui n'ont rien à faire, enfin en tout cas rien à voir avec ce pourquoi les enseignants sont là. Donc ça peut, de manière très utilitaire, mais libérer du temps en classe pour que les enseignants puissent faire ce qu'ils ont à y faire. Et puis ça peut, l'idée c'est quand même de permettre aux jeunes de se libérer la tête aussi. Quand on arrive à régler un conflit, on n'est plus en boucle dessus, on peut penser à autre chose, on est plus disponible aussi pour apprendre. Ouais, donc si je résume ce que tu nous dis, l'éducation à la relation serait un pari gagnant-gagnant. C'est l'idée, exactement. Entre investir du temps dans le développement des compétences psychosociales qui permet de les réinvestir, ces compétences, dans les apprentissages académiques. Oui, c'est le but. C'est pour ça qu'on l'intègre aussi à l'école. Ça vient pas, c'est pas quelque chose qui vient comme un cheveu sur la soupe ou une activité supplémentaire. Voilà, il faut vraiment qu'elle soit en lien avec le reste et qu'elle soit utile à l'école. Alors pourquoi s'intéresser au conflit? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus on évite un conflit, plus une relation est appauvrie. Donc cette posture d'aller s'intéresser aux petits conflits nous permet finalement d'avoir des relations sincères. On ne laisse pas passer. Comme moi, je suis sûre, vous avez parfois pu arrondir les angles pour préserver une relation ou préserver l'autre. Et puis surtout de ne pas faire de vagues. Peut-être même c'est ce qu'on vous a appris petit ou à l'école. Alors avoir des relations riches, variées, équilibrées, c'est prendre soin de soi. Stéphanie, tu nous as parlé du prendre soin tout à l'heure. C'est prendre soin de soi, mais c'est aussi prendre soin de l'autre. L'idée, quand on prend soin de soi, quand on prend soin des autres, et au-delà, quand on prend soin de son environnement, quand on se pose la question de comment on fait tous pour cohabiter ensemble. Alors concrètement, comment ça se déroule ces sessions d'éducation à la relation? Alors concrètement, les séances durent un peu moins d'1 heure, et puis donc comme on l'a dit, on commence par exprimer ses émotions, mais avant même d'exprimer ses émotions, d'abord on pose toujours un cadre. Et ça c'est le cadre, on en a absolument besoin pour que la séance se déroule bien. Et puis en fait c'est le cadre, il a pour vocation que tout le monde, tous les jeunes qui participent, le comprennent et l'intègrent, pas comme une contrainte, mais vraiment comme quelque chose de nécessaire pour eux, pour le groupe. La première chose dans ce cadre-là, c'est la confidentialité. Tout ce qui se dit dans une séance d'éducation à la relation reste là où ça s'est dit. Et ça, c'est important pour que les jeunes se sentent en confiance. Et puis, il y a quelque chose de primordial, c'est le respect de la parole de l'autre. Quand quelqu'un parle, on l'écoute, on le regarde. Et puis, il n'y a pas de violence non plus physique, ça paraît une évidence, mais également pas de violence verbale et pas de violence non plus dans la gestuelle qu'on peut avoir. Un haussement d'épaule, parfois, peut paraître comme un manque de respect pour celui qui est en train de parler. Alors, ça semble être des règles de base, et pourtant, c'est important de les rappeler à chaque fois. C'est ça.
Exactement. Et on revient tout le temps dessus. Alors, c'est pas nous qui revenons dessus, c'est même les jeunes qui, du coup, les intègrent, les redisent. Et puis on peut supposer qu'à force, voilà, et c'est intégré. Et puis c'est quelque chose qui va avoir une valeur aussi à l'extérieur des séances d'éducation à la relation. Et parmi ces règles aussi, on parle pour soi. On parle en jeu quand on est en éducation à la relation. C'est-à-dire qu'on dit ce qu'on ressent, ce qu'on comprend d'une situation, mais on ne parle pas pour les autres. Donc, on a le cadre, on a les émotions, et ensuite Et bien ensuite, on fait des jeux assez courts qui reprennent des situations, donc qui mettent en scène les différents rouages dont on a parlé ensemble, vivre ensemble, comprendre, communiquer, agir. Après chaque jeu, chaque activité dans laquelle tout le monde prend du plaisir, nous, en tant qu'animatrice. Et l'important après, c'est pas de faire pour faire, c'est vraiment d'aller débriefer et puis voilà, que chacun exprime s'il a aimé cette activité, oui, non, et pourquoi, quoi ça sert, comment on va la réutiliser, cette activité-là, dans des situations en dehors de l'éducation à la relation, comment on va l'utiliser en classe, comment on va l'utiliser dans la cour, à la cantine, à la maison aussi. Avoir fait tout ça, on se quitte de façon ritualisée. Au-delà du jeu, ce que j'entends, au-delà du jeu, du plaisir dont on a parlé tout à l'heure, ce qui me semble important à souligner dans ce que tu as dit, c'est cette idée de réfléchir à ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Exactement, avec ce retour sur la séance. Et à la limite, c'est la phase qui est encore plus importante que le jeu en lui-même. Oui. Pour nous, adultes. Le jeu est un prétexte, finalement. Ouais. Et l'idée derrière, c'est d'enrichir la réflexion aussi. Pour animer ces sessions, on a été formés, tu l'as dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à te former à cette éducation à la relation ? Alors, comme la plupart des gens qui sont au contact de jeunes, peut-être comme la plupart des citoyens, en fait, en tout cas je l'espère, je suis souvent interpellée par une sorte de banalisation de la violence qu'on vit quotidiennement en classe, dans la cour, tout le temps. C'est pas forcément très très grave, mais la banalisation des petites insultes, la banalisation aussi de propos discriminatoires qui passent dans le langage courant sans que ça interpelle les personnes qui les disent, enfin ça fait partie de leur vocabulaire. La banalisation aussi des gestes violents. Alors, je pense qu'on peut demander à n'importe quel enseignant ou éducateur le nombre de fois où on voit des jeunes qui se bousculent dans la cour, puis on va les voir, et puis on leur dit mais enfin qu'est-ce qui se passe ? Ils nous disent non mais c'est bon, tout va bien, c'est pour jouer, il n'y a pas de problème. Sauf que voilà, c'est quand même du coup un mode de communication ou d'interaction qui interpelle, qui devient finalement une habitude aussi. Et c'est aussi en même temps le reflet de notre société. Et peut-être que l'éducation à la relation, elle peut aider à ça, à changer cette façon de communiquer-là. Si elle se généralise dans les écoles, si elle se généralise aussi peut-être au sein des familles, ça peut apporter d'autres modèles, d'autres types d'interactions. Et au bout du bout, l'idée c'est d'avoir une société qui soit plus pacifiée. Alors ça peut paraître utopique, mais ça se tente, quoi. On peut toujours essayer, on risque rien à essayer en tout cas. Ouais, on risque rien. Et selon toi, ça tiendrait à quoi que ça puisse se généraliser ? Ça tient à l'envie de le faire, puis à la formation, puis au fait aussi d'avoir une réflexion plus large dans chaque établissement, au niveau académique, au niveau ministériel, etc., d'impliquer complètement ces compétences psychosociales. Mais justement, on ressent parfois une dissonance entre les attentes des programmes scolaires et les besoins des élèves, ou en tout cas leur perception à eux. Tu nous as donné l'exemple d'élèves qui se bousculent. Est-ce que l'éducation à la relation pourrait être une réponse à cette incohérence ? Alors, elle peut l'être à condition de faire partie d'une réflexion plus vaste sur l'éducation en général et sur les innovations qu'on veut y apporter. Si elle est juste, en fait, un temps de plus dans un emploi du temps, l'éducation à la relation, si elle est considérée comme une matière sans lien avec les autres, alors non, elle ne va pas répondre à cette dissonance entre les attentes du programme et les besoins des élèves. Au contraire, ça peut même être presque contre-productif parce qu'elle va ouvrir un nouvel espace qui va se confronter à une forme de rigidité, en tout cas institutionnelle.
En revanche, si elle fait partie vraiment d'une réflexion systémique, si elle est partie intégrante d'une réflexion plus large sur l'évolution nécessaire des pratiques pédagogiques, confrontée en fait à l'évolution de la société, et en accord avec l'évolution de la société et des jeunes, etc., et de leur manière d'apprendre qui est maintenant tout à fait différente, alors oui, elle peut contribuer à apaiser en tout cas cette dissonance. Ce que tu veux dire par là, c'est qu'on ne se lance pas seul dans l'éducation à la relation, on embarque une équipe. Oui, c'est l'idée. Plus on embarque, mieux c'est. Voilà. Et plus les gens sont formés, et plus ça porte ses fruits. Et en même temps, on n'est pas obligé de tout s'y mettre. On peut commencer par être 2 ou 3. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous, on conseille. C'est ça. Et en fait, l'éducation à la relation, c'est finalement assez ritualisé. On va avoir toujours les mêmes règles, le même cadre, à peu près toujours le même vocabulaire. Sur les actions pour régler les conflits, on a quelque chose dont on n'a pas parlé encore qui s'appelle le message clair et qui est très ritualisé. Et en fait, ça c'est assez facile à afficher en classe par exemple et à reprendre même si on n'est pas formé à ça en fait. On peut rentrer dans le vocabulaire d'un établissement, d'une salle de classe, même si les gens qui sont présents sont pas formés. On va revenir sur le message clair, mais avant ça, je voudrais juste approfondir un point par rapport à ta pratique et ta posture. Comment animer ces temps d'éducation à la relation, ça a pu modifier ou pas ta pratique et ta posture professionnelle à toi? Ça la modifie en profondeur et sans forcément que j'en ai eu conscience. Ça l'a modifié, ça m'a aidé finalement, si je fais une petite analyse depuis ces quelques temps où je suis formée à ça et où je la pratique, ça m'aide moi à titre personnel aussi à mieux comprendre mes émotions, à mieux exprimer mes besoins et mes attentes, et puis à mieux comprendre, à mieux prendre en compte en fait celles des autres, puis à trouver peut-être une plus juste distance en cas de conflit. Mais déjà, à accepter le conflit, ce qui n'est pas forcément évident, et forcément un impact dans ma posture professionnelle face à des élèves, ou même avec des collègues parfois sur des désaccords. Voilà, en classe, on voit bien, c'est une classe, ça peut être fatigant, ça peut être agaçant, ça peut être et parfois exaspérant, enfin bon bref, ça monte comme ça, parfois crescendo. Et l'éducation à la relation règle pas tout, mais en tout cas, d'avoir cette réflexion, ça permet de prendre une distance par rapport à ça aussi, et de se dire, bon bah là, il se passe quelque chose, ça va pas comme je voudrais, ok, comment je peux faire avec ça, et d'éviter que l'émotion l'emporte de trop, et éviter le craquage complet parfois peut-être, enfin, en tout cas en avoir conscience, quoi. C'est ça aide à ça. Et du côté des plus jeunes, des élèves, quelles sont les postures, les comportements que l'éducation à la relation favorise? Alors moi j'ai constaté que très très vite en fait ils vont intégrer la théorie, étant donné que on répète un peu toujours les mêmes choses, que c'est assez redondant. Ils vont l'avoir en tête, cette théorie. Donc on entend au collège, Hélène, toi tu l'entends aussi parfois comme ça, des jeunes qui vont dire « Ah non, mais réagis pas comme ça », ils vont donner le conseil à un copain « Réagis pas comme ça, fais-lui plutôt un message clair ». Alors on fait une petite parenthèse peut-être sur ce message clair dont on parle depuis tout à l'heure. Alors le message clair, il est assez ritualisé, il se fait en 3 temps. Donc on a un conflit. Admettons que, je sais pas, Alice va piquer la trousse de Mathis sans lui demander. Mathis, il est plutôt nerveux, lui, au naturel, et il aurait plutôt tendance à vouloir aller crier un bon coup après Alice, voire plus. Et donc avec le message clair, il va savoir qu'il peut aussi faire retomber sa colère et aller faire une demande. Donc en 3 temps. Il s'isole, donc le message clair il peut se faire de manière un petit peu différée, pas forcément en plein milieu du cours, parce que là pour le coup c'est pas ce qu'on veut, mais bon, à un moment donné, il va aller dire à Alice, quand tu m'as pris ma trousse, donc on énonce les faits, quand tu m'as pris ma trousse, moi, et il expose ce que ça lui a fait. Ça m'a mis en colère, ça m'a énervé. Voilà, il va rentrer dans les détails, d'où l'importance aussi d'avoir du vocabulaire pour détailler ses émotions. Et le 3e temps, c'est la demande. Est-ce qu'on pourrait trouver un terrain d'entente? Est-ce que la prochaine fois, par exemple, tu pourrais me demander si tu as besoin
de prendre des affaires. Et en fait, le terrain d'entente, il doit être gagnant-gagnant. Donc finalement, ce message clair, c'est comme une graine semée avec la possibilité d'un autre comportement, d'une autre réponse à un conflit. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que la théorie, elle est importante, parce que, comme tu dis Hélène, elle va semer une graine. Pratique, on voit bien que c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. De toute façon, voilà, c'est pas magique, hein, l'éducation à la relation. C'est là pour semer des graines. Et parce qu'en fait, les interactions sociales, elles sont quand même très très complexes. Ce serait un peu artificiel de penser que voilà, en 3 temps on règle n'importe quel conflit, c'est pas ça, mais c'est aussi l'idée d'avoir un schéma en tête, un schéma possible pour régler des petits problèmes. Voilà. Alors, du coup, c'est important, moi, il me semble, de commencer l'éducation à la relation le plus tôt possible pour que ces schémas-là soient bien intégrés et que ça devienne finalement des comportements automatisés. Et que le comportement automatisé, ce soit plus la réaction violente, mais ce schéma-là. Donc tu l'as dit, ils accèdent à l'expression de leurs besoins à travers le message clair notamment. Oui, ça ils y accèdent assez facilement. En fait, l'expression de leur... Est-ce que c'est pas un côté un peu facile aussi oui, parfois? C'est ça. Et en fait, l'expression du besoin, c'est ce qu'on peut voir aussi parfois, les biais finalement de ce genre de méthode et de l'éducation de la relation ou de la communication non violente, c'est que ça puisse devenir aussi des petits outils de manipulation éventuellement, parce que du coup, je dis mon émotion, je dis mon besoin, je le dis de manière tranquille. Donc celui qui est en face, eh ben, il va accéder forcément à ma demande. Et non, ça c'est vraiment un travers, c'est pas l'idée. L'idée c'est quand même de dire tout ça de manière pacifique, mais que ça aboutisse à un terrain d'entente. Les jeunes, ils vont facilement accéder à l'expression de leurs propres besoins, parce qu'ils en tirent plutôt un bénéfice. Mais l'idée de l'éducation à la relation, c'est quand même aussi de prendre en compte les besoins des autres et d'être en communauté. Alors, au milieu de tout ça, comment définir ce qui serait une bonne relation? Est-ce que ce serait un idéal vers lequel on tend ou une compétence à développer au fil du temps dans un contexte où les jeunes sont exposés à de nombreuses influences? Oui, ça, comment les aider? Faut accepter que ça prenne du temps. Évidemment. Mais c'est aussi presque un projet de société derrière. Oui, voilà. d'autant que le conflit, je voudrais juste m'arrêter un peu sur ce mot, il peut être vu comme une opportunité d'apprentissage. Et ça, c'est assez contre-intuitif. On a plutôt tendance à étouffer le conflit plutôt que de le valoriser comme une opportunité d'apprentissage. Mais en soi, le conflit n'est pas uniquement négatif. Il peut également être une occasion d'apprendre et de grandir. C'est ça. Et puis ce qu'on apprend aussi en éducation à la relation, c'est que le conflit, c'est parfois juste un désaccord. Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord l'un avec l'autre que c'est un problème. Au contraire, c'est ce que tu disais. Voilà, ouais. Ça peut être une source d'enrichissement personnel. Et alors les Chinois, ils ont tout compris, puisque en chinois, le mot conflit a un double sens qui reflète à la fois l'aspect négatif de l'opposition, mais aussi une possibilité de transformation et d'apprentissage. Alors le mot d'un côté, il désigne ce que tu disais, un affrontement direct entre des forces ou des idées. Donc ça, c'est plutôt l'image classique du conflit qu'on cherche justement souvent à minimiser, à désamorcer pour éviter que ça monte. Mais le mot, il a donc aussi cette dimension plus nuancée, plus positive et peut être pris comme une dynamique au changement et à la croissance, un peu comme un vecteur de rupture ou de renouveau pour laisser place à de nouvelles compréhensions, de nouvelles résolutions. En tout cas, c'est un processus de confrontation des idées qui peut amener une meilleure connaissance de soi et des autres. Comment je réagis, comment j'agis face à une situation, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est ce qu'on apprend en éducation à la relation. Ouais. Exactement. Stéphanie, si tu avais 5 conseils, 5 tips pour des éducateurs, des enseignants qui ne verraient toujours pas l'intérêt de l'éducation à la relation, qu'est-ce que tu leur dirais? Peut-être que s'ils ne voient pas l'intérêt, ça peut être parce qu'ils se disent que ça va prendre du temps. Bon ça, du coup, on en a déjà un petit peu parlé avant, mais en fait, moi je vois ça plutôt comme du temps gagné. Le temps qu'on peut prendre sur une séance d'éducation à la relation, s'il est réinvesti en classe et qui permet de libérer du temps d'apprentissage,
alors on n'a pas perdu son temps. Par rapport à ce qu'on disait aussi sur le côté peut-être un peu artificiel de la chose, en fait c'est pas un mode de communication permanent, de parler comme ça n'empêche pas la spontanéité non plus, et au contraire, parce que si on empêche si on ne parle que avec des méthodes comme ça de communication non violente, finalement tout le monde parle de la même façon et puis ça devient complètement presque absurde, artificiel. L'idée c'est quand même de garder de la spontanéité, mais de trouver une solution à l'agacement, de trouver une solution autre aux insultes, aux coups, etc. Donc c'est quand même intéressant, et puis c'est en fait par justement la répétition de petits schémas comme ça qu'on peut peut-être atteindre ce résultat. Ça peut peut-être déplaire, voilà, ça s'entend complètement, mais voilà, le but c'est quand même ça, d'arriver à communiquer autrement quand ça va pas, en fait. Quand tout va bien, il n'y a pas de souci. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire aussi ? Je dirais aussi que c'est très important, c'est que ces séances-là qu'on fait, c'est vraiment des moments de partager de plaisir avec les jeunes. Et ça, c'est précieux. Et puis aussi, je dirais que personnellement, on y gagne en tranquillité, en sérénité. C'est toujours bon à prendre. Et puis, je dirais, je sais pas, on peut peut-être quand même essayer. Voilà, on n'est pas à l'abri que ça fonctionne. Oui, ça se tente parce que après tout, si c'est pas nous, alors qui ? Et ça me fait penser à l'expression qui est reprise dans un podcast de Clotilde Dussoulier, je suis le vent. Sous-entendu, ne laissons pas passer les bonnes idées, mais prenons-les nous aussi à bras le corps. Allons-y. Alors pour conclure cet épisode, on pourrait en parler pendant des heures, mais l'éducation à la relation, on l'a vu, elle va bien au-delà de la gestion des conflits. Elle s'inscrit dans une démarche bien plus large qui place la relation au cœur de l'éducation, parce qu'on ne peut pas ne pas être en relation. Alors cette éducation à la relation, elle permet de découvrir, d'expérimenter la complexité des relations humaines en se frottant à la différence et aussi à l'affirmation de soi. La relation, elle devient alors un véritable outil de transformation à la fois personnelle et collective. Tu nous l'as bien montré, Stéphanie. On ne peut pas changer un climat de classe, un climat scolaire, un climat d'un groupe du jour au lendemain. Mais l'éducation à la relation, elle nous donne le chemin pour se relier, d'abord à son espace intérieur, puis à qui on est pour oser l'affirmer, oser poser des cadres clairs et sains. Oui, c'est ça. Et puis se poser la question, est-ce qu'on est bien en adéquation à titre personnel entre nos propres valeurs et notre vie au quotidien dans la sphère professionnelle et personnelle aussi. Alors justement, j'allais proposer un petit exercice pour clôturer, pour ceux qui en auraient envie. Vous pouvez prendre le temps de vous écrire à vous, une lettre à vous-même, à propos d'un conflit interne du moment. Donc justement, est-ce que je suis en accord avec mes valeurs ou pas ? Donc n'hésitez pas à nous faire un retour sur cet exercice, sur ce podcast en général. Merci d'avoir écouté Extase éducative. N'hésitez pas à nous faire un retour sur cet épisode. Merci Stéphanie. Merci Hélène de ton invitation. Donc si vous écoutez ce podcast, c'est que vous vous posez des questions autour de l'éducation, que vous avez à cœur de bien faire, mais vous ressentez parfois le besoin d'être soutenu, entendu ou reconnu. Je vous invite à vous abonner à ce podcast pour encore plus d'inspiration. N'hésitez pas à nous soutenir en partageant cet épisode autour de vous sur vos réseaux, en commentant cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, à bientôt.